Les Juifs et l'extrême droite. Une conférence de J. Cole, La paix maintenant. Les Juifs et l'extrême droite, voilà le sujet calamiteux que nous allons traiter ce soir. Je vous apprends rien. Marine Le Pen est arrivée deuxième, donc au second tour, et on a respiré, et elle a fait 42%. Bon, voilà où nous en sommes. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont d'une génération que ça afflige beaucoup, parce que 42%, bon, on en est là. Aujourd'hui, les thématiques de l'extrême droite sont très, très largement en partage dans notre pays, dans notre société. Elles n'ont pas changé. Rejet de l'étranger, haine de l'islam, antiféminisme, préférence, souveraineté nationale, etc., etc. Mais la question qui nous intéresse ici, c'est qu'en est-il dans la communauté juive? On sait qu'une des figures de l'extrême droite la plus violente, peut-être celle qui a porté le plus fort la haine de l'autre, s'appelle Éric Zemmour, condamné d'ailleurs plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Chose nouvelle et peut-être désespérante, l'antisémitisme qui avait été mis en sourdine par Marine Le Pen a été de nouveau mis en avant par ses déclarations. Fait vite, hein, réhabilitation de Pétain, doute sur l'innocence de Dreyfus, les propos abjects sur les enfants assassinés de Toulouse qui ont été enterrés en Israël, au point que des figures majeures hein, comme Raïm Korsia, Serge Klarsfeld l'ont dénoncé en tant que tel. Pourtant, malgré ça, il est au premier tour donc, de l'élection présidentielle le 10 avril dernier, il semble qu'il y ait eu un survote juif en sa faveur qui a été vérifié dans plusieurs bureaux de poste. Au-delà, on va parler de lui bien sûr, mais au-delà des personnalités qu'il incarne, ce qui nous intéresse ici, c'est comment ces idées, relayées par un certain nombre de personnalités et de médias communautaires, je mets des guillemets à communautaires, bref, comment ces idées, ces références qui sont quand même largement étrangères à l'expérience du peuple juif et peut-être aussi à ce qu'il y a de meilleur dans notre tradition, ont pu à ce point avoir droit de citer. Cet effondrement de certaines valeurs humanistes, on l'a dit, est-ce que ce n'est finalement que le reflet de ce qui se passe ailleurs? Si les institutions juives, CRIF et consistoire, sont demeurées clairement attachées au cadre républicain, il n'en est pas de même d'un certain nombre de médias. Quel est leur poids? Quelle est leur influence? Est-ce que c'est lié à la droitisation de la politique israélienne ces dernières années? Est-ce que la montée de l'antisémitisme et la peur qui l'accompagne en favorisant un entre-soi, etc., a joué dans cet oubli, finalement, de notre part humaniste? Voilà, J. Cole s'est fondé, je crois, sur un certain sens de la responsabilité. Être responsable, c'est toujours répondre de soi et de l'autre. C'est aussi, comme le disait Hannah Arendt, répondre de ce qui a été commis en notre nom. Donc, non pas qu'on ait à répondre des zémouristes, des zémouriens, mais ce qui se passe dans le monde juif ne nous est pas du tout indifférent. Le vote pour l'extrême droite, donc d'un certain nombre de nos coreligionnaires, nous interpelle et nous invite à la réflexion. Voilà, beaucoup plus qu'une conférence, on a été un certain nombre donc à vouloir, et finalement J. Cole a souhaité que ce soit plutôt un échange entre nous, l'occasion d'aborder donc des questions difficiles et dérangeantes avec nos deux intervenants et puis d'en débattre collectivement. Alors les deux intervenants, vous les connaissez, c'est Eva Blanca Soto, qui est chroniqueuse, journaliste à Radio J et sur Acadème, spécialiste, on peut dire, de l'extrême droite, de l'antisémitisme. Jonathan Ayoun, donc, qui est documentariste, qui est l'auteur d'un très beau documentaire, une série de documentaires sur l'antisémitisme, on va peut-être aborder rapidement aussi ce soir, qui vient de sortir, qui est co-auteur d'un certain nombre de livres avec Judith Cohen-Solal, et notamment 2 livres sur cette question, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, et plus récemment, Zemmour et nous. Donc,
Ma première question, je vais peut-être l'adresser à Eva, qui est vraiment sur le terrain. Quelle est déjà la réalité de ce vote, de ce survote juif pour Zemmour? Donc, en fait, pour le vote juif en faveur d'Éric Zemmour, il y a effectivement notamment un journaliste qui a enquêté là-dessus qui s'appelle Lucas Jakubowicz, qui a publié un papier dans un journal qui s'appelle Les Décideurs, un journal en ligne, je crois. En tout cas, il a utilisé la méthode de Jérôme Fourquet pour un livre qui était sorti en 2016 qui s'appelait L'an prochain à Jérusalem, et c'était sur le comportement électoral des Juifs. Alors, pour trouver le comportement électoral des Juifs dans l'Hexagone, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont identifié des bureaux de vote où autour, eh bien, effectivement, il y avait beaucoup de lieux communautaires, de commerces cachers, etc. Voilà. Et pour voir si dans ces bureaux de vote-là, on votait différemment que dans d'autres bureaux de vote. Donc ça, le journaliste là, a utilisé la même méthode pour la dernière élection. Et à propos du vote Zemmour, clairement, il y a les endroits où il y a une communauté juive organisée et importante, et bien souvent, il y a un survote, malheureusement. J'aimerais bien donner une autre nouvelle, mais il y a un survote pour Éric Zemmour. Par exemple, la ville de Sarcelles, on obtient 11,5 pour Éric Zemmour, loin derrière Jean-Luc Mélenchon, 48. Là, il y a une forte population juive. Dans la petite Jérusalem à Sarcelles, Éric Zemmour, il obtient plus de 35% des votes, alors que dans les quartiers les plus pauvres de Sarcelles, c'est 4-5% en fait, dans les cités, etc. Donc là, voilà, c'est l'exemple le plus flamboyant. Mais après, il y a aussi d'autres exemples que donne donc ce journaliste Lucas Jakubowicz. Par exemple, et puis c'est très précis ces chiffres, hein, dans le bureau de vote numéro 7 du 20e arrondissement de Paris, au pied des buttes Chaumont, où il y a effectivement une forte communauté juive, Éric Zemmour, il est dans ce bureau de vote-là à 10,8, alors que sur l'ensemble de l'arrondissement, il est à 5%. Donc, clairement, voilà. Je peux donner plein, enfin, je peux multiplier les exemples comme ça, mais en plus, c'est confirmé par... il y a un faisceau de présomption dans le sens où c'est dans plusieurs bureaux de vote, dans beaucoup de bureaux de vote comme ça. Donc, clairement, il y a une partie de l'électorat juif qui, clairement, est séduit par Éric Zemmour. Et ce n'est pas forcément non plus dans les endroits où les juifs sont les plus pauvres ou seraient les plus séfarades, comme on a entendu, puisque ça marche aussi pour Saint-Mandé, par exemple. Pour la ville de Saint-Mandé, où il y a une population juive importante. Neuilly aussi, je crois. Oui, Neuilly aussi. Donc, voilà, c'est vraiment, ça a exercé, Éric Zemmour a exercé une séduction sur une partie importante des Juifs en France. Mais c'était le cas dans le 17e aussi. Dans un certain nombre de ces énoncés. Je partage ce que tu viens de dire, Brigitte, c'est-à-dire que, en effet, il y a eu une séduction de la part d'Éric Zemmour d'une partie des Juifs, mais pas que, qui a été dans une adhésion, mais depuis longtemps, c'est quelque chose qui travaille la société depuis longtemps, dans une adhésion aux idées d'extrême droite, sans jamais faire le pas du vote. Et c'est quelque chose qu'on remarque donc de manière plus générale, qui démarre tu disais, peut-être il y a de nombreuses années, avec ce qu'on disait la droite décomplexée, qui a commencé à travailler sur le temps long, au point d'arriver à ce que quelqu'un vienne l'incarner, c'est Éric Zemmour, qui lui-même dit « je ne suis pas d'extrême droite ». Maintenant, même l'extrême droite dit qu'elle n'est pas d'extrême droite, mais lui-même mettait beaucoup en avant de dire « je suis la nouvelle droite, la vraie droite, celle qui va unir ». Et donc, beaucoup se sont laissés aller avec lui à s'autoriser un vote qui est en réalité un vote d'extrême droite, parce qu'Éric Zemmour tient un discours d'extrême droite, de manière d'ailleurs même plus décomplexée que Marine Le Pen sur beaucoup de points. Mais, et pourtant, ils ne vont pas reporter leur vote au second tour sur Marine Le Pen parce qu'en effet, elle est porteuse d'une histoire qui ne les autorise pas à faire ce pas. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué à l'élection présidentielle précédente, notamment là dans les villes où le Front National avait le pouvoir, à la rencontre de communautés juives, qui, par exemple, acceptaient d'être en lien
avec des pouvoirs municipaux frontistes, puisque c'était des mairies FN, et de les recevoir à la synagogue. Je pense par exemple au maire de Fréjus ou à celui d'Ayange, mais qui disait en même temps mais si Marine Le Pen, elle, venait, je ne la recevrai pas. Parce que c'était la force du nom, le poids de l'histoire qui servait de dernière digue, de dernière limite pour eux. Et donc, c'est le nom encore qui, beaucoup de gens adhèrent aux idées, mais ils ne mettraient pas un bulletin dans l'urne avec le nom de Le Pen. C'est à la fois rassurant, mais ça a empêché de penser, ça a empêché de penser que beaucoup donc font ce chemin-là, adhèrent à ces idées, sans même eux-mêmes vouloir le reconnaître, puisqu'ils disent on n'est pas d'extrême droite. Et c'est tout le débat d'ailleurs aujourd'hui, un des grands débats qu'on croit sémantique, mais qui en réalité est un débat profond, qui est de définir qu'est-ce qui est d'extrême droite, puisqu'aujourd'hui l'extrême droite ne se revendique pas d'extrême droite, comme depuis heureusement 30 ou 40 ans, les antisémites ne peuvent plus se revendiquer d'être antisémites puisque c'est devenu interdit. Et bien aujourd'hui, l'extrême droite ne se revendique même pas d'être d'extrême droite. Donc ça, c'est un nouveau chemin, une nouvelle chose à travailler et à réfléchir. De l'antisémitisme, bien sûr, nous paraît importante. C'est la peur, c'est une réalité concrète. Est-ce que, évidemment, tous les discours sur l'islamisme, l'insécurité, etc., résonnent un peu différemment pour les Juifs qui en ont été pratiquement les premières victimes. Est-ce que tu vois une corrélation entre l'antisémitisme et ce vote-là? Oui, j'en vois une. On l'a tous vu dans le fait que l'extrême droite, Éric Zemmour, mais même Marine Le Pen depuis 2011, veulent surfer sur l'inquiétude des Juifs de France. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude légitime, dont tu parlais, d'un antisémitisme notamment meurtrier, qui est d'origine terroriste islamiste. Il pourrait aussi être un antisémitisme meurtrier d'extrême droite, mais il n'est pas en France, il est en Allemagne, il est aux États-Unis, il avait failli l'être à Limoges il y a quelque temps, mais l'attentat a été déjoué. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un antisémitisme meurtrier en France depuis longtemps qui agit tragiquement, qui est celui islamiste. Eh bien, l'inquiétude est légitime à l'égard de cet antisémitisme-là, dont nous parlons, mais face à cet antisémitisme qui fait peur, où les Juifs continuent d'être pris pour cible tragiquement, eh bien, l'extrême droite, contrairement dans le passé, bien qu'elle l'ait déjà fait dans le passé, en tout cas veut surfer sur cette inquiétude pour attirer vers elle. Jean-Marie Le Pen l'avait déjà fait face à l'antisémitisme soviétique, quand il a créé le Cercle national des Français juifs, en disant on va lutter contre le seul vrai antisémitisme, c'est-à-dire l'antisémitisme d'État, c'est donc l'antisémitisme soviétique. Et bien là, ils le refont avec l'antisémitisme islamiste, et c'est en réalité indécent, mais en même temps, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que par ailleurs, pendant cette campagne, les autres candidats n'ont pas tellement parlé d'antisémitisme. C'était un des problèmes. Et Mireille Knoll, Sarah Halimi ont été cités dans les derniers meetings d'Éric Zemmour, mais pas ailleurs. Mais là où c'était un problème, et je terminerai en quelques mots, c'est qu'ils instrumentalisent ça, ils instrumentalisent cette peur des Juifs de manière malsaine, bien évidemment, parce que l'antisémitisme n'est pas leur sujet. S'il l'était, ils commenceraient par faire le ménage chez eux et arrêter d'être tolérants à l'égard de certaines formes d'antisémitisme. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie malsaine, mais qui fonctionne. Pour compléter un peu ce qu'il a dit sur la stratégie malsaine, etc., c'est que vraiment, je comprends le traumatisme que ça suscite et la peur que ça suscite. Et bien évidemment que quand on a l'impression que quelqu'un parle fort, qu'il est prêt à vous défendre, y compris de manière violente quand on a très peur, et ben on va vers cette chose-là. Et le problème, comme l'a dit Jonathan, c'est que les personnes qui vont vers cette chose-là, en fait, sont eux-mêmes, on utilise l'antisémitisme, la lutte, entre guillemets, contre l'antisémitisme, pour taper sur d'autres minorités. Et finalement, ça ressurgit sur les Juifs. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec par exemple, Éric Zemmour ou Marine Le Pen sur le port de la kippa, oui, non, etc. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ça rejaillira sur les Juifs, puisque tous les discours qui concernent d'autres minorités, finalement, dans la construction idéologique, en fait, s'en prendre à des minorités,
on a voulu, dans le discours public, faire croire que l'antiracisme était opposé à l'antisémitisme parce qu'il y avait des problèmes, effectivement, qui sont réels sur le fait de parler d'antisémitisme et tout, et ça, je ne le nie pas. Mais du coup, ça rejaillira obligatoirement sur les Juifs, puisque ce qui concerne les discours contre les minorités, il y a une construction globale, même s'il y a quelque chose de spécifique à l'antisémitisme ou à d'autres formes de rejet. Toujours en lien à cette histoire de l'antisémitisme, il y a aussi quelque chose dont tu as parlé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réflexion que tous les Juifs se sont toujours dites, quoi. Est-ce que c'est bon pour les Juifs? Est-ce que cette histoire, ce pouvoir, est-ce que ça c'est bon pour nous? Ça s'est transformé ces dernières années, même ces dernières décennies, en est-ce que c'est bon pour Israël? Or, la politique d'Israël, comme vous le savez, c'est quand même considérablement droitisé. Est-ce qu'il y a aussi un lien et Le problème aussi, c'est qu'il y a des actes antisémites qui ont été commis, entre guillemets, avec un prétexte pour les Palestiniens, etc. Donc, bien sûr que ça aussi nourrit cette réaction des Juifs. Sauf que, en fait, par exemple, ce qu'on a vu avec Donald Trump, ça, c'était une espèce d'acmé, c'est-à-dire quelqu'un où on a l'impression, il dit, bah oui, Jérusalem, ce sera la capitale, bah oui, les implantations, c'est bien, bah oui. Est-ce que pendant ce temps-là, il n'y a pas eu d'antisémitisme aux États-Unis? Si, les chiffres de l'antisémitisme aux États-Unis ont augmenté. Et en fait, c'est pas parce que il y a des antisémites qui commettent des actes en utilisant un prétexte que être contre leur prétexte, ça permettra de lutter contre l'antisémitisme de façon globale. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de... Ça a nourri aussi ça, un vote d'extrême droite, puisque maintenant, la principale cible de l'extrême droite, c'est devenu l'islam. Et comme il y a des Juifs qui ont été tués en France au nom de l'islamisme, voilà. Et comme Donald Trump, en plus, voilà, c'était le discours genre on va construire un mur pour empêcher les étrangers de rentrer, on va, comment dire, les minorités, elles ont qu'à la boucler, etc. Et en même temps, j'adore Israël, je trouve ça super, je suis pour les implantations, je suis pour Jérusalem, la capitale, etc. Bah, oui, ça nourrit un truc qui fait écho ici, puisque en plus, aux États-Unis, la situation des Juifs victimes d'actes antisémites, elle est différente de celle de la France, parce que les plus gros actes antisémites meurtriers aux États-Unis, ils ont plutôt été commis par l'extrême droite, et en France, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, ces échos qui sont arrivés en France par rapport au discours de Trump, c'est que comme en France, l'antisémitisme se manifeste d'une façon différente aux États-Unis, et puis aux États-Unis aussi, il y avait des Juifs qui étaient pour Trump. Voilà, ça veut dire que ça s'est transformé en si on soutient Israël, en fait, on luttera contre l'antisémitisme, sauf que ce serait génial si c'était si simple. Et ce serait génial aussi de définir ce que c'est soutenir Israël, parce que c'est très fluctuant. Mais sauf que malheureusement, c'est pas aussi simple. Être juif, ça oblige à penser. Bien. Alors, puisque tu parles de Trump et de l'antisémitisme, évidemment, on pense à la prise du Capitole, enfin, la tentative de prise du Capitole, où il y avait des néo-nazis, des gens qui avaient des t-shirts où il était marqué « 6 millions, is not enough ». Et cette histoire-là, ce moment-là, a été étrangement minimisé. Pierre Birnbaum en a fait un livre et aussi un article dans Le Monde où il pointe ce moment-là donc de minimisation systématique finalement de l'antisémitisme d'extrême droite. Enfin, bon, je pense qu'il n'y en a qu'un d'antisémitisme, mais en tout cas celui-là. De la même manière, en France, quand Valeurs Actuelles titre sur Soros qui complote pour imposer l'immigration, etc., le comploteur milliardaire, donc tout à fait dans l'imaginaire classique antisémite, il n'y a pas de réaction voilà, des gens qui ont l'habitude de réagir. Est-ce que
sur cette trumpisation avec Netanyahou, etc., est-ce qu'on peut dire encore des choses? On peut déjà être surpris de cette complaisance, le mot est juste, à l'égard de ceux qui bombent le torse pour défendre Israël ou pour soi-disant défendre Israël. Et c'est vrai que Trump en est l'incarnation, puisque je l'ai juste rappelé un fait, au moment où il déplace l'ambassade à Jérusalem, il fait bénir l'ambassade par un évangéliste qui tenait des propos anti-juifs, reprenant l'antijudaïsme théologique de l'histoire quelques semaines avant, donc, et appelant tous les juifs à soit mourir, soit se convertir au moment de la revenue du Messie. Enfin, bon. Voilà, donc il y a une complaisance ou une ignorance, et je pense que c'est un peu des deux. Parce que même des personnes qu'on considère comme hautement chargées d'une culture politique, il y a comme un point aveugle à ne pas vouloir voir cela. Et je rebondis par rapport à l'exemple de Valeurs Actuelles et de cette fameuse une qui reprend une campagne d'affiche d'ailleurs du pouvoir hongrois, de Orban, qui viennent vraiment raviver cette image du juif maître du monde qui utilise différentes marionnettes et qui est un discours central dans l'antisémitisme d'extrême droite, aller dans l'extrême droite, où l'immigration serait et les flux migratoires seraient menés par les juifs et plus particulièrement par Rothschild ou par les grands financiers pour pouvoir se renflouer les caisses comme ils avaient agité les uns et les autres pour fomenter des guerres et vendre des armes par le passé. Et c'est dit clairement dans cette filiation. Mais on ne veut pas le lire parce qu'on ne pense pas que c'est une des valeurs actuelles. On dit « Ah, mais bon, c'est vous qui voyez Soros comme un juif. » Et donc, tout est inversé, tout est retourné. Et du coup, il y a ce qu'on peut penser, parce que c'est notre question, on ne peut plus penser que ces personnes-là, puisqu'il y a une sorte, enfin, avec ces personnes-là, en tout cas, avec une partie de ceux qui défendent, par exemple, cette une de valeurs actuelles, parce que c'est nous qui sommes, de fait, qui passons pour des vociférateurs, pour des obsessionnels, et qui voulons voir le mal partout. Et c'est très intéressant, en effet, à analyser, parce que les mêmes n'ont pas la même complaisance lorsque d'autres camps politiques se mettent à faire des alliances. Il y a une sorte d'intransigeance ailleurs et une tolérance absolue parce que quelque part, ils se disent il faut des alliés. Bon, après, on pourra développer la raison qui les pousse à s'aveugler. Oui, par rapport à Valeurs Actuelles, en plus, ce qui est pervers, c'est que, par exemple, quand il y a des manifestations et quand il y avait eu la manifestation là, contre l'islamophobie et qu'il y avait quelqu'un qui avait tenu un propos antisémite, paf, Valeurs Actuelles l'avait mis parce que ça s'était passé dans une manifestation contre l'islamophobie. Donc, il l'avait mis, paf, balancé sur Twitter. Après, il y a eu cette fameuse une sur Ouria Boutelja. Alors, Ouria Boutelja, bon, voilà. Et du coup, bah, dans l'imaginaire des gens, ça, allié au fait qu'en France, ce soit des juifs qui soient tués au nom de l'islamisme, etc., et ben, du coup, par un raccourci terrible, du coup, de Valeurs Actuelles, ça participe aussi du point aveugle. C'est-à-dire, il y a une perversion à utiliser, en fait, à faire d'un antisémite. S'il s'appelle Mohamed, c'est plus grave que s'il s'appelle Jean-Pierre. Je schématise vachement, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Pour continuer un peu dans la même veine, on pense aux manifestations de Charlottesville, par exemple, où les gens disaient donc Jews will not replace us, les Juifs ne nous remplaceront pas. On pense à l'assassin aussi de Pittsburgh, qui a dit qu'il tuait les Juifs parce qu'ils étaient ceux qui allaient faire rentrer les migrants. La question du grand remplacement, qui est à la fois un discours conspirationniste, on va dire raciste, et en même temps qui a une dimension antisémite. Voilà. Et la deuxième question, mais cette histoire de est-ce que c'est bon pour nous? Non, finalement, est-ce que c'est bon pour Israël? Est-ce que ça n'a pas finalement aveuglé un certain nombre de gens? Parce qu'on peut aujourd'hui être avec Israël et être antisémite. Voilà. Je vais juste rappeler un fait, c'est qu'au moment où Jean-Marie Le Pen, en 87, tient sa déclaration sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le vice-président de l'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale était un député du Front National. Donc c'est quelque chose d'ailleurs qui traverse les décennies et qu'on oublie. Sur le grand remplacement, il y a aussi autre chose qu'on oublie, en tout cas ceux qui portent ce discours-là, c'est l'origine, c'est une histoire antisémite aussi
de vouloir croire que d'autres vont venir nous remplacer et que ça a traversé depuis la révolution industrielle particulièrement. Chaque fois qu'il y a des crises, des mutations, on a peur. Et là, c'est vrai que la situation, il y a des grands bouleversements et quelque part aussi tant mieux et tant pis et des crises terribles. Et donc, il y a cette angoisse du déclassement et du remplacement a toujours traversé les sociétés quand elles sont en mutation et elle a toujours été alimentée d'un antisémitisme très fort. Et dans le livre Zemmour et nous, écrit avec Judith Cohen-Solal, on a remarqué tous deux quelque chose d'assez impressionnant autour de la politique de Napoléon à l'égard des Juifs, et notamment d'un penseur contre-révolutionnaire qui a beaucoup influencé, Louis de Bonald, qui avait cette phrase-là, mais on ne l'invente pas, c'est la sienne, il faut corriger, contrôler les Juifs, les maîtriser, parce que sinon le peuple français sera remplacé par le peuple juif. Et donc le mot remplacement était déjà là, présent dans ce discours-là, et c'est pas pour rien, et c'est pour ça que le cynisme est poussé, la perversion est poussée à ce paroxysme, qu'Éric Zemmour vient s'inscrire dans cette filiation tout en la connaissant et en disant, bah voilà, il faut d'ailleurs contrôler l'islam, corriger les musulmans, les faire rentrer avec un système de surveillance particulier dans la société française, comme Napoléon a fait avec les Juifs. Sauf que Napoléon n'a pas véritablement fait comme ça avec les Juifs. Alors, on va rentrer plus en détail. C'est pas exactement comme cela que ça s'est passé. Et quand bien même c'est comme cela que cela se serait passé, eh bien donc les motivations étaient antisémites, puisqu'elles étaient dans un climat de suspicion généralisée à l'égard des Juifs, qui représenterait potentiellement une menace. D'ailleurs, on contrôlait, il y avait des quotas de mariage mixte, de mariage juif, et on renforçait les mariages mixtes parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient trop nombreux, même démographiquement, ce qui n'était pas du tout une menace à l'époque, ce qui en réalité ne l'est pas non plus aujourd'hui concernant les musulmans. Mais oui, on ne peut pas jouer de dimension de comparaison, ça n'a pas de sens. Mais dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui est repris de ça et que donc encore, on ne veut pas voir ce qu'il y a dans ce discours conspirationniste et raciste comme point commun. Et ce n'est pas pour faire une comparaison, c'est plutôt pour faire une histoire, une filiation dans la filiation du discours antisémite. Alors, comment on peut aimer Israël et finalement être un facho? Oui, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantasme chez beaucoup de Juifs concernant Israël, qui est un peu un pays fantasmé, inventé. Ça veut dire souvent un endroit où les gens partent en vacances et donc voilà, ils trouvent que c'est super et puis c'est normal de ressentir un lien particulier avec Israël quand on est juif et ça, c'est pas répréhensible. Mais du coup, ça ferait que, par exemple, en Israël, ce serait pas possible qu'il y ait de l'extrême droite parce que c'est des juifs et qui sont sionistes, donc ils peuvent pas être d'extrême droite. Or, si, malheureusement, en Israël, ça existe, ça voudrait dire que on serait obligé en tant que juif d'être d'accord avec tel gouvernement israélien, sinon ça voudrait dire qu'on ne soutient pas Israël. Donc voilà, il y a tout un fantasme comme ça sur lequel des gens qui sont antisémites jouent et se servent d'Israël un peu comme ils se servent de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'ils se servent d'Israël en fait contre les Arabes. Voilà. Et en fait, ça s'est vu, ça se voit dans les milieux d'extrême droite où Israël, en fait, est présenté comme fer de lance contre l'islamisme, etc. Et c'est souvent la seule chose qu'on présente d'Israël. Évidemment, toute la dimension émancipatrice du sionisme, etc., est passée à la trappe parce que ce qui compte en Israël, c'est le terrorisme, l'islamisme, etc. Puis après, tout le reste de la société, finalement, ça compte pas. L'histoire du sionisme, ce que ça charrie, ce que c'est comme mouvement émancipateur, ça compte pas. Ce qui compte, c'est Israël, fer de lance contre l'islamisme. Alors oui, malheureusement, Israël est en guerre. Malheureusement, les mouvements palestiniens se sont beaucoup islamisés sur ces dernières décennies. Mais voilà, Israël, c'est pas que ça. Et effectivement, on peut donc donner l'impression qu'on soutient Israël, et je mets des guillemets encore une fois parce que c'est un terme flou, et effectivement être antisémite parce que grosso modo, se servir des Juifs pour taper sur les Arabes, c'est pas forcément bienveillant à l'égard des Juifs, surtout vu la situation dans laquelle sont les Juifs globalement, par rapport à ça.
à partir de ce qu'on a dit, déjà, il y a deux choses. Il y a donc ce pro-sionisme, ce pro-israélisme qui fait que, bon, c'est bon pour nous, c'est bon pour Israël, un truc un peu acritique par rapport au gouvernement, par rapport à sa politique, par rapport aux implantations, etc. Probablement augmenté par l'antisémitisme, en tout cas cette espèce d'entre-soi qui est de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'on va être toujours nourri par les mêmes sources, régulièrement abreuvé par les mêmes qui racontent les mêmes choses. Bon, comme vous êtes des braves gens, je ne vais quand même pas vous imposer tous les horreurs que j'ai notées, mais quand même se donner un petit peu pour savoir, c'est pas seulement, c'est ce que tu disais, Eva, c'est pas seulement l'adhésion au sionisme, à Israël, etc. C'est vraiment l'adhésion à l'extrême droite. Sur Dreuze Info, alors il y a toute une série de titres qui sont quand même tout à fait calamiteux. Dreuze Info est un vrai site conspirationniste d'extrême droite. Le Monde Juif, Europe-Israël, Tribune Juive qui a écrit je ne sais combien d'appels à voter Zemmour. Et là, récemment, alors c'était assez drôle puisque même quand ça n'a rien à voir, pour vous donner un exemple, là, il y a l'histoire de la Cour suprême qui va remettre peut-être en question le droit à l'avortement aux États-Unis. Et nous avons Dreuze Info qui titre « Prends ça dans ta gueule » de gauchiste. Donc, je veux dire, voilà les amis, certains amis d'Israël. Donc, je crois qu'il faut quand même être lucide sur ça parce que à force de recevoir ça, même quand on les met de côté ou même il y a quand même quelque chose d'assez... alors bon, je passe, les tribunes juives, les migrants sauvages, prêts à tout, même à tuer. Je passe. Non, c'est affreux, affreux. Alors, Éric Zemmour, le seul candidat à refuser le glissement de la France vers l'euthanasie collective. Zemmour, dernière chance de la nation et cauchemar des dirigeants juifs. Tout le vocabulaire des juifs traîtres, capots, gauchistes, dont on sait ici, par exemple, que ça a été un permis de tuer Yitzhak Rabin et que, bon, peu de gens dénoncent. Il y a aussi Battier-Or, bon, ça je l'écris quelque part, mais bon, la théoricienne du grand remplacement, qui dans Tribune Juive, pour soutenir Poutine contre l'Ukraine, utilise une prose qui est non seulement une prose raciste, mais aussi une prose antisémite. C'est ce qui a été dit ici. Donc, elle parle de l'Union européenne en disant « Son ambition dominatrice insatiable la dévore, ses boursouflures étendent leurs tentacules empoisonnés bien au-delà de ses frontières, dans des pays où des ONG humanitaires financées en milliards par les contribuables européens fomentent les destructions des gouvernements en place, souvent terroristes, appelés résistants, dociles à ses ordres, de l'Ukraine à la Judée-Samarie, c'est le même jeu. Bon, franchement, oui, alors là, récemment, c'est signé Yves Mamou et Philippe Carsanti, qui parlent donc des juifs de cour. Donc ça, c'est un mot qui revient régulièrement, les juifs de cour. Et il termine avec cette phrase formidable: il serait temps qu'un vent de renouveau souffle sur les institutions juives et chasse ces marchands qui font tourner le temple à leur profit au lieu de les servir. Alors là, j'ai vraiment deux questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on n'entend pas déjà le discours raciste terrifiant, mais le discours antisémite qui semble porter finalement dans ses flancs, et ensuite en revenir au consentement, parce que ce ne sont pas des gens sur la toile comme ça qui s'énervent en écrivant des choses, mais ce sont des gens qui signent des tribunes, qui font des trucs sur le nouvel antisémitisme, qui tiennent des débats, avec toutes sortes de gens, on ne vous donnera pas de nom, mais enfin où tout le gratin juif peut très bien se retrouver. Il n'y a pas de ligne rouge. Il n'y a pas de ligne rouge. Ça me fait penser à Zemmour aussi, à La Victoire, invité à La Victoire en juin 2016. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas voir l'antisémitisme et d'accepter qu'il n'y ait pas de ligne rouge? Parce que ça revient à Zemmour qui a tenu un discours antisémite comme aucun candidat ne l'a fait pendant cette campagne. Une anecdote, et en plus c'est une anecdote personnelle et familiale qui date d'il y a longtemps. Puisqu'on est là pour se dire les trucs, voilà, quelque chose qui me concerne moi
mon grand-père me disait, si j'étais pas juif, je crois que je voterais Le Pen. Et ça date des années 80. Et en même temps, il me disait, mais je ne peux pas savoir ce que ce serait pour moi d'être noir, parce que quand j'ai dû cacher que c'était juif, c'était possible, et je ne pourrais pas cacher que je suis noire. Et je crois qu'il y a chez beaucoup de personnes, alors on peut être juif et raciste, mais il y a une sorte de tiraillement comme ça, d'espèce de balance sur... parce qu'on entend beaucoup dans les discours actuels, genre le racisme anti-blanc, etc. Alors, si on est juif, alors est-ce qu'on est concerné? Parce qu'effectivement, notre peau, elle est blanche, mais alors est-ce qu'être juif, c'est être blanc, etc. Et ce qu'exprimait là mon grand-père de façon abrupte, c'est aussi une question que beaucoup de personnes se posent, ce qui n'exclut pas non plus, évidemment, que les juifs sont comme tout le monde et oui, il y a du racisme aussi chez les juifs, voilà. Il n'y a pas de ligne rouge qui rejoint la première question, en effet, sur la question du vote, parce que heureusement, il y a une ligne. C'est que sur la question du vote que cette ligne, elle est maintenue, elle est tenue, et les institutions juives tiennent bon. Il ne faut pas leur reprocher ça. Dès que Zemmour a annoncé sa candidature, il y a une position claire de toutes les grandes organisations juives tout de suite pour dire nous appelons à ne pas voter pour Éric Zemmour. Donc sur la question du vote, cette ligne rouge, elle existe. Mais sur la question du discours et des idées, elle est beaucoup moins présente. Et donc, ça rejoint la première question. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, certains qui étaient chez Zemmour n'ont pas été Marine Le Pen. Donc, à chaque fois, la question de la ligne, où est-ce qu'on la situe? Est-ce qu'on la situe sur le niveau idéologique, politique, ou est-ce qu'on la situe juste au niveau électoral? Moi, je voudrais aussi réagir à toute cette liste-là. Tu dis qu'ils sont obsédés de dire les juifs de cour, définir qui sont les mauvais juifs. Et c'est en réalité quelque chose de très typique à l'extrême droite, de toute façon, de dire c'est quoi un bon juif? Donc, ils veulent le circonscrire, alors qu'on sait bien que c'est difficile, voire impossible, et tant mieux, de définir ce qu'est un bon juif, mais ils veulent circonscrire, comme d'ailleurs, ils veulent circonscrire l'idée de dire ce qu'est un bon français. Donc, c'est tout à fait logique de voir qu'ils aiment bien s'attaquer aux juifs différents d'eux. De toute façon, c'est typique de l'extrême droite de vouloir la pureté, et même en ce qui concerne les juifs. Alors, par rapport à ce que tu dis aussi sur cette complaisance et sur cette sorte on n'arrive pas à saisir ce qui les amène vers ces idées d'extrême droite. Alors ça, pour le coup, dans le livre Zemmour et nous, Judith a beaucoup pointé son idée sur cette question de Judith Cohen-Solal, sur la question du sacrifice, où les juifs sont de plus en plus, en tout cas une partie des juifs séduits par le discours de l'extrême droite, sont de plus en plus dans ce que les invite particulièrement Éric Zemmour à faire, c'est-à-dire être dans une position de sacrifier une part de vous pour le bien pour le salut de la France. Et donc, cette part de vous, c'est ce que tu disais, s'il faut renoncer au port de la kippa dans la rue, à l'abattage rituel, voire même, et c'est tout le paradoxe, à la binationalité pour des gens qui ont la binationalité, au prénom qu'on choisirait librement de donner à ses enfants, qui pour beaucoup sont des prénoms juifs, bibliques ou autres, qui n'ont rien à voir avec le calendrier des prénoms chrétiens. Voilà, beaucoup disent on est prêt à le faire, mais on est prêt à le faire dans l'imaginaire, dans le réel. Je ne pense pas qu'ils seraient prêts à le faire. Donc ils vivent dans quelque chose un peu fantasmé, et ça rejoint tout de même le discours antisémite d'extrême droite, qui est un discours de plus en plus d'apparence positive à l'égard des Juifs. J'ai vu qu'on rencontre des gens, ils disent oui, mais les Juifs, ils sont bien, ils sont travailleurs et ils ne sont pas délinquants. Donc, en réalité, ce discours, ils sont prêts à ça, mais s'ils sortaient, s'ils étaient délinquants plus massivement, eh bien, on les reverrait comme des Juifs. Donc, cette position de minorité tolérée, qui est portée par le discours d'extrême droite, toujours à l'égard des minorités, d'être tolérée au sein d'une France chrétienne, et qui est intériorisée par une partie de ces minorités-là, d'ailleurs même chez les musulmans aussi, qui disent on est toléré, donc on doit sacrifier une part de nous-mêmes, on n'est pas à égalité, donc nous, on doit être prêt à faire des efforts. Et c'est ce que Ebu Alio, alors qu'on avait rencontré dans le premier livre, La main du diable, qu'on a écrit avec Judith Cohen-Solal, on a rencontré, c'est pas pour rencontrer les gens du Front National, parce que j'étais en responsabilité associative, il n'en était pas question, mais là, pour le livre, on a rencontré Ebu Alio, c'était très bizarre, mais il fallait le faire pour l'enquête, bref.
lui, Elio nous a dit, et qu'on a posé la question, oui, mais quand même, vous voulez interdire le port de la kippa dans la rue. Et là, il s'est braqué, il a dit, eh bien oui, vous allez devoir faire un effort. Et c'est cette question d'effort et de sacrifice qu'il a trahi. Il dit sur un ton très sec, alors qu'avant, il voulait nous expliquer à quel point il avait des origines juives et qu'il aime Israël, etc. Et d'un coup, dès qu'il y a cette question, tac, il s'est braqué. Et c'est donc cette question du sacrifice et du don de soi qui mérite aussi d'être interrogée. Et cette intériorisation du fait que quand on est juif, en fait, on ne serait pas vraiment français, quoi. Il faudrait prouver, faire entre guillemets quelque chose qui ressemblait à faire de l'allégeance, c'est-à-dire vraiment prouver qu'on est français, en même temps rejeter ce que dit Éric Zemmour, c'est-à-dire s'assimiler, ne plus montrer qu'on est juif, rejeter d'une façon obsessionnelle tout ce qui serait communautariste. Enfin, c'est normal pour des communautés, pour des minorités de s'organiser en communauté. Ça a toujours été le cas. Et en plus, c'est reprocher aux Juifs ce qui fait aussi qu'ils sont victimes, c'est-à-dire que quand il y a de l'antisémitisme qui augmente, bien sûr que les communautés, en fait, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes parce qu'elles ont tendance à penser que c'est plus protecteur aussi. Donc, et le fait d'être replié sur soi-même, ça alimente aussi une projection vers l'extérieur qui peut être fantasmée. Mais en tout cas, ça veut dire reprocher aux Juifs de se communautariser alors qu'ils se communautarisent aussi parce qu'il y a de l'antisémitisme, quoi. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, c'est un peu quelque chose de très pervers, en fait. Il y a ce discours de l'extrême droite, mais qui n'est pas que l'extrême droite quand même. C'est-à-dire que les Juifs sont des bons élèves. Hein, et il y a un discours comme ça de premier de la classe, hein, qui cible les cancres, vous m'avez compris, et qui revendique donc une citoyenneté. Bon, ce discours-là, que je pense très conservateur, n'est pas porté que par l'extrême droite militante, là, dont on a parlé, Dreuze, etc., mais par des tas d'intellectuels juifs. On ne va pas citer les noms, mais enfin, vous savez très bien de quoi on parle. Il y a un discours presque cocardier de français, patriotique, etc., qui ne correspond pas à la réalité de beaucoup de juifs, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire des juifs qui, pour des tas de raisons, dont l'antisémitisme peut-être, mais ne mettent pas leurs enfants dans l'école publique, dans les écoles juives, se verraient assez mal en face d'un discours de laïcité de combat, comme on la voit aujourd'hui, qui pourrait peut-être remettre en question, comme tu disais, la kippa, la perruque des orthodoxes, l'abattage rituel, etc. Donc, il y a là quand même, je ne sais pas si on peut parler de schizophrénie ou de dérobade, ou alors d'ignorance totale et de manipulation. Enfin, tu vois, c'est-à-dire entre ceux qui parlent des Juifs et la réalité des Juifs, c'est pas vrai. Donc, il y a quelque chose là qui va pas, quoi. Je vois très bien ce que tu dis, notamment sur la question d'Israël. Parce que je pensais à ces mêmes intellectuels auxquels tu peux éventuellement faire référence, qui sont dans un discours très, en effet, patriotique. D'ailleurs, le mot patriote revient à la mode dans la France, et qui, en même temps, n'ont pas du tout à afficher un attachement très fort à l'État d'Israël. On peut leur être reproché par toute une partie de l'ultra-droite, l'extrême droite, ou la droite extrême, comme on voudrait la définir. Et donc, je comprends le mot schizophrénie aussi comme ça, puisque, par exemple, une partie de ceux qui sont en admiration devant Trump, notamment pour son soi-disant pro-israélien, d'être pro-israélien, etc., on les retrouve aussi en soutien d'Éric Zemmour, qui, lui, a été depuis toujours, et notamment dans ses livres, ses essais, mais même dans ses romans, a considéré que les problèmes de la France sont causés par 1967 et le fait que des Juifs soient descendus dans la rue avec le drapeau bleu et blanc, et notamment Raymond Aron, qui est censé incarner l'Israélite, etc., et que les Juifs qui étaient censés être les bons élèves, c'est pour reprendre ton idée-là, ont donné le mauvais exemple aux musulmans et qui se sont communautarisés à cause de la communautarisation. Donc, à la fois, donc on voit bien qu'il y a cette schizophrénie, elle est à la fois de soutenir quelqu'un qui dit ça et en même temps d'être en tête de cortège des manifs pro-israéliennes. Il y a quelque chose qui est en réalité vertigineux.
J'ai envie de rebondir parce que tu parles de 67. Il y a quand même aussi tout un discours qui est, encore une fois, pas seulement celui de l'extrême droite, puisque c'est le discours du refus de la repentance. C'est quelque chose qui appartenait historiquement à l'extrême droite, qui a été banalisé, on va dire, par Sarkozy, la droite, etc., et qui aujourd'hui s'est installé un petit peu, on va dire, assez largement. Et cette idée de la repentance, c'est un mot qui vient de l'extrême droite, hein, c'est-à-dire que regarder son passé en face, reconnaître ses responsabilités, c'est entamer le beau roman national, etc. C'est dire que la France est coupable, mais de quoi, s'il vous plaît, etc. Bon. C'est d'ailleurs ce que vous écrivez très bien dans votre livre. La France n'est coupable de rien. L'Église n'est coupable de rien. D'ailleurs, elle ne devrait pas avoir fait Vatican II, etc. Donc, c'est quand même incroyable, ce discours-là. Et donc, ce discours, il était donc longtemps contre les Juifs, contre Klarsfeld, contre la mémoire de la Shoah, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est à peu près le même qu'on oppose à ceux qui parlent de la mémoire de l'esclavage, du colonialisme, etc. Donc là, il y a quelque chose qui quand même est un peu troublant. On a l'impression qu'on serait rentré quelque part dans ce fameux roman national et qu'il faudrait vite fermer la porte derrière soi. L'idée de fermer la porte derrière soi est très bien dit, c'est très bien dit, c'est très juste. Et en même temps, ce qui est revenu comme un effet spectaculaire, c'est qu'en effet, ce discours de tyrannie de la repentance, de tyrannie des minorités, qui s'attaquait d'abord, qui s'est beaucoup attaqué d'abord, en tout cas fortement aux Juifs à travers ces dernières décennies, à travers l'histoire, et qui aujourd'hui, en effet, s'attaque à la mémoire de l'esclavage, à la mémoire de la guerre d'Algérie, par exemple, où on voit des tensions très vives dans la société française, n'a pas effacé le fait qu'elle s'attaque encore aux Juifs. On aurait pu croire, et on l'a cru, qu'elle allait arrêter, que maintenant, notamment, la commémoration de la rafle du Veldiv 95 Chirac n'allait jamais être remis en question. On avait cru cela. Et pourtant, et c'est époustouflant, tout cela, cette idée de la France a toutes les excuses, il ne faut jamais qu'elle regarde ce qu'elle a fait de mal dans l'histoire, on n'aurait pas cru que ça allait continuer à concerner aussi les Juifs. Et Éric Zemmour est venu investir ça spectaculairement dans le débat public, mais en plus, il les a toutes faites, quoi, de Vatican II, tu l'as dit, Dreyfus, Pétain, même Saint-Louis, le port de la Rouelle. Donc, il a été spectaculaire. Et pourtant, malgré cela, ça n'a pas empêché de réfléchir à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de dire qu'il y a un problème général dans ce discours de la droite extrême ou de l'extrême droite ou de la droite tout court, parce qu'il a, c'est vrai, investi toute une pan des partis de la droite républicaine. Ça n'a pas soulevé question que la France a toutes les excuses. C'est la pire des politiques possibles. Et c'est vrai que Sarkozy a une part de responsabilité là-dedans. D'ailleurs, il n'a pas fait de discours, lui, au Veldiv, contrairement à Chirac, Macron et Hollande. Lui, il ne l'a pas fait. Il a une part de responsabilité là-dedans parce qu'en même temps, il est venu dire, moi, je défends, je suis celui qui est le plus attaché à la question de la transmission de la mémoire de la Shoah, et en même temps, il tenait le discours là à côté. Il a fait des dégâts, mais ceux aussi qui font des dégâts, par ailleurs, c'est ceux qui agitent la concurrence des mémoires. Donc, il y a aussi une situation de prise en tenaille dans laquelle il faut creuser le sillon. Ça va avec toute une série de choses, hein. Non à la repentance, non au woke, etc. Mais tu me disais l'autre jour que les Juifs étaient les premiers woke et qu'ils n'aimaient pas du tout les histoires de Céline, de Maurras. Non, ils n'aiment pas les histoires de Céline, de Maurras. Je veux dire, il y a une époque où en France, il y avait une dizaine ou une quinzaine de rues Pétain. Il y a des noms de rues à Garches. Dernièrement, j'ai lu un papier là-dessus qui doivent changer parce qu'il y a des noms de rues à Garches où les noms de rues, clairement, c'est des noms de personnes qui sont antisémites. Donc, il est question de changer ces noms de rues. Et il y a eu aussi un espèce de croisement, de confondre, genre, par quoi on a envie d'être entouré dans l'espace public avec ce qui serait l'histoire. Genre, c'est pas parce qu'il n'y a plus de rue Pétain
qu'on n'apprend plus Pétain à l'école et qu'on ne sait plus qui est Pétain. C'est pas parce que y aurait plus tel ou tel statut, je sais pas, par exemple, il y aurait plus de statut de Colbert que on n'étudierait pas l'esclavage. Tout a été mélangé comme ça dans un espèce de gloubi-boulga pour dire. Alors en plus, bon, le terme woke, enfin je sais pas, c'est un terme très flou et au départ c'est un terme aux États-Unis, quand il naît, c'est être éveillé face aux discriminations. Bah, si ça veut dire ça, en fait, je vois pas ce qu'il y a de négatif là-dedans. Bah, c'est bien d'être éveillé par rapport aux discriminations, c'est pas négatif. Alors après, c'est vrai qu'il y a peut-être des façons de combattre qui sont discutables, etc. Le problème, c'est que elles sont pas discutables ou discutées, elles sont directement diabolisées. Et ça, les Juifs aussi l'ont subi quand les Klarsfeld allaient foutre des marrons dans la gueule à tel ou tel, des gens qui disaient « Ah non, mais c'est pas bien, c'est irrespectueux, regardez-moi. » Là, en fait, ce qui est terrifiant, c'est que, comme tu dis, voilà, c'est comme si on avait fermé la porte derrière nous et que les questions qui préoccupent d'autres personnes, non, enfin, j'ai l'impression qu'être juif devrait permettre d'être ouvert, de comprendre, de faire des ponts, etc. Et souvent, en tout cas, dans ce qu'on entend dans le discours public, c'est l'inverse. Et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi il y a des gens qui sont juifs et qui vont voter Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, quand il dit ça, c'est tellement rentré dans le discours public que même si eux-mêmes sont juifs, etc. et tout, mais en fait, ils ne voient pas le mal puisque effectivement, Sarkozy, ça a tellement été ressassé. Et puis en plus, en ce moment, comme c'est ressassé surtout contre les Noirs et les Arabes, c'est l'intériorisation du concept de genre, quand on est juif, il faut bien faire un petit effort. Oui, alors quand on parle d'un discours vraiment conservateur, voire issu de l'extrême droite qui a fini par se banaliser, il y a toutes ces confusions-là dont on parle, la responsabilité qui serait une repentance, regarder son passé en face qui serait donc se coucher, se soumettre. Et là, on est comme ça. Bon, je vais vous faire un petit. C'est pas le quart d'heure en thérapie, mais bon, il y a quand même une dimension extrêmement viriliste à chaque fois dans ces histoires-là, qu'on retrouve d'ailleurs partout. Il y a toujours une virilité perdue ou des territoires perdus, je ne sais pas. Et puis une reconquête après, c'est-à-dire qu'il y a une humiliation qu'on va laver par. Et donc il y a toute une série de mots qui sont. Qui impriment le doute ou bien l'humanisme. Les droits de l'homme, c'est devenu les droits de l'homisme. Il y a toutes ces histoires de bien-pensance, tous ces mots-là ne sont pas seulement ajoutés par l'extrême droite, mais sont largement en partage. Et on a toujours l'impression que derrière, il s'agit, voilà, quoi, en gros, du grand califat à la grande Russie, en passant par je ne sais qui, il y a toujours un besoin de récupérer sa virilité. Alors ça, chez Zemmour, c'était très, très clair quand même, c'était cette dimension de virilité. Ça fait écho au truc de pas se repentir, ça veut dire genre de rester droit dans ses bottes et dire pardon ou dire bah oui, tout n'est pas parfait, tout n'est pas carré, droit dans ses bottes, alors ce serait forcément se coucher. Non, aussi, regarder les choses comme elles sont, c'est plutôt de la force. Ça veut dire que ça permet de ne pas vaciller, etc. Mais il y a une espèce, oui, de truc viriliste qui s'étend, en fait, qui dégouline sur le discours politique par rapport à la repentance, par rapport à ce que tu expliquais, genre faire un effort, c'est-à-dire finalement une espèce une autorité devant laquelle on se couche qui consiste en réalité à faire comme si c'était du courage, alors que souvent ça consiste surtout à se coucher devant celui qui crie le plus fort ou qui est le plus fort. Donc en plus, je ne sais pas ce qu'il y a de viril ou de courageux là-dedans. Il me semble que cette dimension, elle a été présente aussi chez Zemmour contre Marine Le Pen,
Et là, j'ai presque envie de réfléchir un peu à la dimension justement de l'antisémitisme, parce que la dédiabolisation finalement de l'antisémitisme de Marine Le Pen, c'est passé par laisser tomber l'antisémitisme et puis aimer les chats et tout, bon ça on a vu, mais comme si lui, en osant reprendre le flambeau du pétainisme, etc., il avait voulu lui dire, ah ben non, moi je vais jusqu'au bout. Non seulement je vais jusqu'au bout, mais c'est moi l'héritier. Et l'héritier ne peut être qu'un homme. Et donc, c'est moi qui suis l'héritier de Jean-Marie Le Pen, puisque c'est moi c'était le diable, c'est à présent moi le diable. Et celui qui ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, elle n'a pas pu incarner ça, parce qu'elle était dans une autre stratégie, en effet. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de remarquer à quel point beaucoup de ses soutiens, enfin beaucoup, non, j'en sais rien, certains de ses soutiens ont été déçus qu'il appelle à voter Marine Le Pen au second tour, parce qu'ils le croyaient suffisamment orgueilleux et trop fort pour ne pas se ranger, se coucher derrière quelqu'un d'autre et derrière une femme, qu'il a attaqué vertement et fortement, en plus pendant la campagne, en disant qu'elle n'était pas assez forte, dure. Et qu'elle aimait trop les chats. Et qu'elle aimait trop les chats. Il ne pouvait pas dire qu'elle aimait trop les juifs, mais ouais. Voilà. Mais, et donc, est-ce que tu penses qu'entre les chats et les juifs sur les mots droit de l'homisme, bien-pensance, politiquement correct, qui sont en réalité des mots qui, comme ça, qui ont envahi, parce qu'ils sont même portés par des gens qui se revendiquent de gauche, qui viennent les critiquer, mais qui sont pourtant l'héritage révolutionnaire, et donc en réalité l'héritage républicain. Les droits de l'homme, quand même, c'est pas rien. Et en réalité, c'est la contre-révolution dans laquelle s'inscrit, pour le coup, plus officiellement Éric Zemmour que Marine Le Pen, mais qui ont réussi à investir le débat public et cette fameuse guerre culturelle, tout le monde agite le mot guerre culturelle, etc. Mais il n'empêche que c'est vrai, puisque ces mots-là, qui sont normalement des très beaux héritages républicains, ont fait en sorte qu'ils soient aujourd'hui jetés en pâture comme étant des mots en effet pas assez virils. Et c'est celui qui dit plus vive la France que vive la République, qui donc rejette vive la République, qui a gagné une part de ce combat-là, qui fait que donc voilà, toute une partie de la droite républicaine abandonne cet héritage. Et aujourd'hui, même toute une partie de la gauche républicaine abandonne également cet héritage pour paraître un peu plus viril et essayer de montrer qu'eux aussi sont capables de bomber le torse. Donc c'est triste, oui. Bon, on se dit que Trump, heureusement, a perdu, que Netanyahou aussi, qu'on a l'impression d'avoir été avec cette séquence, en tout cas dans le monde juif, comme si on avait été au bout d'un déshonneur, quoi, comme si on avait bu vraiment le calice jusqu'à la lie et qu'on peut guère tomber plus bas. Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, l'épisode du Capitole, l'épisode Zemmour a été pour un certain nombre de juifs quand même un petit électrochoc. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience salutaire qui est en train de se passer avec des voix à nouveau humanistes qui s'expriment? Voilà, il fallait bien terminer par un petit peu d'espoir. C'est ce que j'essaye de faire. C'est vrai que l'épisode Trump a constitué la prise du Capitole. Moi, clairement, autour de moi, j'ai à peu près tout. Et clairement, la prise du Capitole, pour certaines personnes, a été un choc. Des juifs qui pensaient que, bon, d'accord, Trump, voilà, c'est pas bien tout ce qu'il fait aux États-Unis, mais bon, par rapport à ce qu'il fait pour Israël, quand même, c'est pas si mal, etc. Et bien, cette prise du Capitole a quand même, chez certaines personnes, révélé un truc. Ah bah ouais, en fait, oui, quelqu'un peut dire Jérusalem, capitale d'Israël, etc. et être d'extrême droite, ne pas reconnaître des institutions qui sont démocratiques, appeler à marcher contre des institutions démocratiques, etc. Et moi, ce qui m'a interrogée, c'est que ce moment-là fasse plus basculer que le moment de Charlottesville, parce qu'il a fait plus basculer que le moment de Charlottesville, où il y a quand même eu des marches au flambeau avec effectivement d'un côté des gens qui disaient You will not replace us, et des gens qui disaient Jews will not replace us, et qu'à ce moment-là,
Donald Trump, sa première réaction, parce que la première réaction, elle dit quand même quelque chose, sa première réaction, c'est de dire il y a des gens bien des deux côtés, on peut pas les uns et les autres. Finalement, il y a des gens violents aussi chez les antiracistes, etc. Ce qui m'a interpellée, c'est que le moment Capitole est plus choqué certains juifs que ce moment-là. C'est quand même des néo-nazis Oui. qui allaient prendre. Oui. L'image est un peu. Oui, mais Charlottesville, à l'assaut de la démocratie américaine. Charlottesville, c'est quand même des marches au flambeau avec des néo-nazis aussi qui marchent et qui disent Jews will not replace us. Une jeune fille qui était manifestante antiraciste qui est tuée par quelqu'un. Oui, non, mais voir des gens avec des t-shirts négationnistes et nazis à l'intérieur du lieu symbolisant pour ces gens-là le lieu de la plus grande pouvoir, la démocratie, et la Maison Blanche, enfin le Capitole. Le Capitole, c'est le lieu du pouvoir de Maison Blanche. Je fais même la confusion avec les Maisons Blanches, ça montre l'importance du lieu. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très, très, très angoissant. Oui, mais je me demande pourquoi c'est seulement à ce moment-là, alors qu'avant, il y a eu des alertes et le fait, en fait, le fait que quelqu'un dise Israël, c'est bien, on ne peut pas limiter sa réflexion politique quand on est juif à ça. Ou si on la limite à ça, être juif, ouais, c'est chiant, mais en 2022, ça oblige à penser, en tout cas, si on la limite à ça, du coup, on se retrouve à dire voilà, Donald Trump, c'est bien. En fait, on voit le résultat à la fin. Non. Et est-ce que c'est bon pour nous? Je reviens à la question traditionnelle du dîner de Shabbat. Non. Non, la prise du Capitole, je ne crois pas que c'est bon pour nous. Non. Voilà. Il y a Donald Trump et il y a quand même aussi Zemmour qui, en incarnant jusqu'à l'incandescence ce qui se disait ailleurs, mais d'une manière très outrancière, je pense le mâle blanc hétérosexuel menacé d'extermination. Bon, il y a des tas de gens qui disaient ça tout le temps, mais pas avec cette outrance. Donc, je pense que ça a été aussi quand même un électrochoc. C'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être... Oh, je ne sais pas. On va voir. En tout cas... On n'a pas parlé de la Russie. Oui, parce que Batiéor en question était totalement poutiniste. Enfin bon, elle le défend. Et des tas de gens qui sont d'ailleurs les amis des Juifs, grands pourfendeurs du nouvel antisémitisme, etc., ont eu des mots des fois terribles sur l'écriture inclusive quand même, tu sais. Oui. Péril mortel, ethnocide en préparation, négationnisme feutré. Bon, on va arrêter là. Mais par contre, sur l'Ukraine, on ne les a pas beaucoup entendus. Donc effectivement, il y a peut-être là aussi quelque chose de l'ordre de la prise de conscience salutaire, enfin on espère. Deux, trois commentaires et questions. Il me semble, le premier point, c'est que finalement, dans l'extrême droite, il y a toujours eu un débat, c'est la seule, mais quant à savoir si on déteste plus les Arabes, selon les fractions au sein de l'extrême droite, selon les périodes, il y a une haine qui l'emporte par rapport aux autres. Je pense que c'est important d'avoir à l'esprit, ça permet de bien comprendre aussi ce qui joue entre différents types d'extrême droite qu'on peut avoir. C'est le premier point. Après, pour essayer de donner un peu aux éléments par rapport au sujet du soir, il me semble que vous l'avez un tout petit peu évoqué. Quand on regarde la Hongrie, par exemple, quand on regarde la Pologne, on a eu quand même Netanyahou et le droit israélien qui n'a pas hésité pendant des années à avoir des liens très étroits avec des dirigeants qui, en même temps, dans leur pays, à minima, avaient souvent des discours politiques, des discours qui étaient extrêmement antisémites. Et donc, ce genre de choses, pour les populations juives en France qui sont quand même assez fortement connectées à tout ça, ça a peut-être joué, en tout cas je le pose, un mode interrogatif. De la même façon, quand on regarde le climat politique en Israël, il y a quand même beaucoup de racisme dans la société israélienne, anti-arabe, etc., etc. Est-ce que ça ne joue pas aussi, là encore, sur l'état d'esprit qu'on peut retrouver en France? Et du coup, ma troisième question, ma troisième question, et je n'ai pas l'impression que vous m'avez écouté ou vous ne l'avez pas dit peut-être de manière
suffisamment clair. Mais ma troisième question, finalement, quand on ressort du vote juif en faveur de l'extrême droite, plutôt en faveur de Zemmour, est-ce que ce vote, est-ce qu'il ne renvoie pas tout simplement à une haine des Arabes et des musulmans, et qui fait que finalement, c'est ça qui l'emporte sur toute autre considération, y compris quand ce même candidat tient des propos qui sont antisémites, etc. Alors, juste un point technique, parce que tous les gens qui sont par Zoom n'entendent pas les questions. Et, donc, il faut, je pense que vous, quand vous répondez, vous venez répondre une question. Alors, on va faire une question de réponse, parce que sinon, eux, ils vont être dans le plaque pendant longtemps. Oui, il faut résumer un peu la question et l'intervention, parce que c'est à peine audible. Oui, alors je vais malheureusement pas résumer la question, puisque je vais vouloir répondre qu'à une partie des questions, donc je vais parler de celles auxquelles je vais répondre, donc excusez-moi par avance. Je commencerai par, moi il y a 2 points sur lesquels j'ai envie de me concentrer. Le premier, sur cette idée qu'il y a une sorte de division de l'extrême droite, à qui détestons le plus et qui est dans quel courant, entre ceux qui détestent plus les Arabes et ceux qui détestent plus les Juifs. Moi, je crois que c'est beaucoup plus confus, enfin beaucoup plus mélangé que ça. Et que ceux qui disent détester plus les Arabes, ou détester fortement les Arabes et aimer les Juifs, entre guillemets, pour caricaturer, en réalité ne sont pas dans cette démarche-là. Et on le voit très clairement que, en fait, je le verrais plus entre ceux qui veulent assumer et afficher un racisme et antisémitisme et ceux qui ne veulent pas le faire. Mais au final, ça se mélange beaucoup. Et bien sûr, la détestation des autres. La haine de l'autre n'exclut jamais la haine du juif. Donc, c'est toujours là, même dans les propos australiens, on le voit. Enfin, bon, on pourrait multiplier les exemples. Donc, voilà, je ne dirais pas qu'il y a une extrême droite antisémite et une extrême droite raciste et qu'il y a une rivalité entre elles. Ils s'entendent très bien entre ceux qui agitent plus fortement l'un que l'autre. Enfin, moi, je n'irai pas à contre-courant, un petit peu quand même, sur ce que vous avez posé comme question à la fin et qui a notamment entraîné l'adhésion forte de cher Martine Cohen, c'est-à-dire à l'idée de dire que ceux qui votent Zemmour, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas surtout la haine des Arabes et le racisme qui les alimente? Voilà, Martine répète, et on est tous d'accord avec ça, et on est tous traversés par cette idée-là. C'est de se dire, en réalité, c'est parce qu'ils sont racistes. Mais je crois que ça serait, en tout cas, c'est parce que c'est ce racisme-là qui les anime plus que tout le reste. Et moi, je crois que c'est plus complexe. Vous êtes d'accord sur l'idée que c'est plus complexe, bien évidemment, mais je crois en tout cas qu'il faut prendre la mesure de non pas simplement cette détestation qu'ils ont à l'égard des Arabes, des musulmans, et cette adhésion à l'idée de dire que c'est eux le danger de la France. Bien sûr qu'ils y adhèrent en partie, mais je pense que c'est plus... Ils y adhèrent en partie, et en même temps, c'est parce qu'il y a une surface de projection qu'Éric Zemmour est venu incarner pour eux. Ça se complète, mais qui est venu incarner pour eux, qui est l'idée de dire « Waouh, même un juif peut être à la tête de l'extrême droite, c'est la plus grande preuve de l'intégration, et on veut en être de cette France-là, qui est en effet raciste, etc., mais de cette France-là dont on ne se sentait pas, et que maintenant on peut dans laquelle se sentir, cette France chrétienne, etc. » Et je pense que c'est cette dimension-là de vouloir se sentir très français, incarné par Éric Zemmour, décorrélé de simplement la question des Arabes, et aussi à prendre en compte dans cette histoire des Juifs, et notamment des Juifs séfarades. Y a-t-il une différence entre le vote des Ashkénazes et des séfarades, en comparaison aussi avec le vote des Français qui sont en Israël et qui ont la double nationalité et qui ont voté à 50%, un peu plus de 50% pour Éric Zemmour? Je peux répondre à ça. Alors, en Israël, le problème, c'est que les votes des Français d'Israël, il n'y a que 10% des Français d'Israël qui sont allés voter. Donc, effectivement, sur ces 10%, il y a 53% qui ont voté pour Éric Zemmour. Sauf que, du coup, comme il n'y a que 10% des gens qui vont voter,
ce serait un peu rapide de dire la plupart des Français d'Israël ou qui ont la double nationalité sont favorables à Éric Zemmour, puisqu'ils sont très peu à se déplacer. Et comme souvent, c'est aussi un phénomène qu'on a vu chez les observateurs au début, où il y avait les meetings d'Éric Zemmour, où tout le monde disait il y a vachement de gens qui vont à ces meetings. Évidemment que plus quelque chose est radicalisé, plus il y a une adhésion, mais l'adhésion, elle est forte, mais ça ne veut pas dire qu'elle est étendue. Là, il y a un peu de ça. Et l'autre question, c'était quoi? Ah, alors ça, par exemple, c'est ce qui a été étudié pour une ville comme Saint-Mandé, où il y a des Ashkénazes. Eh bien, le résultat n'est pas différent de villes comme Sarcelles. Alors, il y a une proportion qui est différente, mais en tout cas, le phénomène existe du vote Zemmour chez les Ashkénazes comme les Séfarades, et on ne peut pas faire une différence flagrante. C'est vrai que le bon sens nous pousserait à penser ça en se disant, bah, effectivement, comme les Ashkénazes, vu leur expérience, ils ne vont pas voter pour quelqu'un qui dit mais Pétain a sauvé des Juifs, etc. Et tout, le bon sens en politique est toujours dangereux, la preuve avec ça. Il y a 2 fois plus de séfarades que d'Ashkénazes en France, de toute façon. Donc, il y a toutes les chances qu'il y ait 2 fois plus d'abrutis, de fachos, etc. Non, il me semble, hein. Et peut-être aussi 2 fois plus d'intelligents et de sympas. Et de, voilà. Moi, ma propre expérience, je ne vais pas l'internationaliser parce que c'est mon expérience. Autour de moi, bon, voilà, comme j'ai connu pas mal de psy, de machin et tout pour mes études, j'ai rencontré beaucoup plus de gens très, très, très réactionnaires chez les Ashkénazes que chez mes amis séfarades. Mais encore une fois, je ne pense que ça n'a pas de valeur. Là aussi, je pense qu'il faut peut-être dire une petite chose, c'est-à-dire quand on a essayé de sortir le débat, et je pense qu'on a réussi à le faire, modestement, à le faire ce soir, c'est-à-dire pas seulement parler de Zemmour, de Le Pen, etc., mais de ces idées-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on a reproché à Zemmour, c'est-à-dire l'outrance, c'est parfois aussi ce qu'on trouve bien de l'autre côté, c'est-à-dire ah bah, lui au moins il a un franc-parler. Le problème, ce sont les idées. Il y a des gens qui partagent tout à fait ces idées, mais qui ne les exprimeront pas de la même manière, mais qui tiennent pourtant chronique depuis quand même des années, et qui disent les mêmes choses depuis des années. Il faut quand même être capable de l'entendre. Sur cette histoire, alors après, avec Jonathan, on n'est pas d'accord, mais ce serait un long débat. Quand tu dis il représente le culot d'être français, plus français que moi, tu meurs en gros. Les Juifs, ils étaient français. Je veux dire, ils n'ont pas attendu. Enfin bon, parfois j'entends, bah oui, c'est normal, le décret. Je sais, non, je ne suis pas d'accord. Ça fait très longtemps que des Juifs, y compris des Juifs séfarades, ont toujours, je ne sais pas, entre Enrico Macias, Derrida, enfin, je ne veux pas citer la liste de tous ces braves gens quand même, qui sont absolument du côté de l'humanisme, etc., et dont on ne peut pas parler pour eux de je ne sais pas quelle mémoire traumatique du monde arabe et tout ça, c'est pas vrai. La manière d'être français pour Zemmour, c'est la haine des autres, et c'est la haine de l'islam. C'est pas n'importe quelle manière. Et c'est ce que disait Eva, c'est ni viril, ni français. Moi, je voudrais faire un petit rappel historique simplement. Zemmour, il est comme moi, il est comme beaucoup de gens qui sont venus d'Afrique du Nord. On est arrivé en Afrique du Nord et avec cette idée qu'il faut nous intégrer le mieux possible. Et Zemmour, de mon point de vue, il a le complexe juif, le vrai complexe juif, il veut être plus français que les Français. Mais il faut le dire, parce que si on ne dit pas ça, on ne va pas comprendre. Le parcours d'Éric Zemmour en tant que juif est à prendre en compte, c'est-à-dire dans son complexe, qu'il a un complexe juif, pour reprendre le mot de monsieur qui a posé la question, c'est-à-dire que Éric Zemmour fait partie de ces juifs arrivés d'Afrique du Nord. Après, je mettrai mon correctif sur Éric Zemmour, mais arrivés d'Afrique du Nord, pour reprendre la question, et qui avaient ce souci de s'intégrer et cette angoisse de ne pas être assez bien intégré, et donc d'être obsédé par cette question-là en tant que juif de l'intégration. Éric Zemmour est né en France en 1958, sa famille est arrivée en 1952, donc il n'est pas
On pourrait croire, oui, bah oui, mais en fait, il est né français, mais même s'il n'a pas fait le chemin, il est animé, il est obsédé par cette question-là. Et en 3 mots, rapidement, par rapport au livre écrit avec Judith Koestler, sorti il y a quelques mois, on a été complètement surpris de voir à quel point il est obsédé par cette identité juive. Et que les 3 romans qu'il a écrits, ces 3 personnages principaux sont juifs, et les 3 sont tourmentés par rapport à l'identité juive, les 3 sont tiraillés par l'idée de dire est-ce que je suis un bon Français ou un bon Allemand pour le premier, ou un bon Juif, et donc, être bon Français, est-ce que c'est être un mauvais Juif? Est-ce qu'être un mauvais Français, c'est être un bon Juif? Il est obsédé par cette question-là, donc je comprends très bien ce que vous dites. On est d'accord, c'est un sujet dont il faut parler, mais comme on ne va pas ce soir être nous obsédés par Éric Zemmour, on n'est pas rentré jusque-là dans les choses. Mais c'est un sujet qui obsède l'extrême droite, oui. Pas les Juifs. Oui. Bon, la première question, est-ce que vous ne pensez pas que plus on est religieux, plus on vote pour les extrêmes? Alors que ce soit chez les Juifs ou chez les musulmans. On a vu beaucoup de sites religieux comme Amodia qui font de la pub pour Zemmour, ou des sites musulmans qui font de la pub, qui faisaient la pub pour Mélenchon, et les Juifs religieux modérés ont appelé à ne pas voter pour les extrêmes. La deuxième question, la montée la corrélation entre Juifs et extrême droite. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les institutions juives ont une grande responsabilité, parce que ça fait des années qu'il y a une montée de l'extrême droite chez les Juifs. On n'a jamais demandé à fermer le site de la LDJ. Pendant les élections européennes, passent les dernières, celles d'avant, plus de 14% des Juifs ont voté pour Marine Le Pen. Et là, on n'a jamais entendu les institutions juives critiquer tous les organes juifs d'extrême droite. Le fait que une partie des Juifs votent pour l'extrême droite, ce soit pas nouveau, et que des institutions juives ne s'insurgent pas par rapport à certains discours qui sont présentés comme juifs et qui en fait émanent de sites internet ou de trucs qui se réclament juifs et qui en fait véhiculent un discours d'extrême droite sur les choses comme ça. Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler? Et je ne sais pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a probablement une dimension comme ça. Alors, maintenant, on va voir, hein, parce que voilà, les choses évoluent. Mais peut-être qu'il y a eu une sorte de dimension comme ça qui existe. Je ne veux pas dire que c'est la seule, mais je pense qu'elle existe. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, faire des communiqués ou parler de Dreuze, tribune juive, etc. Alors que oui, nous, parce que moi, parce que je suis journaliste, vous, parce que vous êtes militant, on connaît tout ça, mais est-ce que la plupart des gens le connaissent, etc. Je ne sais pas, j'en doute. Voilà, j'en doute. Après, sur le fait de corréler le fait d'être très religieux avec une forme de radicalité, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, en fait, parce que c'est beaucoup un discours aussi qu'on entend par rapport à l'islam et l'islamisme. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont commis des attentats et qui étaient loin d'être des férus de religion, qui fréquentaient régulièrement les mosquées, etc. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse là-dessus parce que ce serait difficile de le quantifier et je ne veux pas non plus me fixer sur mon bon sens parce que j'ai dit que… Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas s'il faut faire ce raccourci comme ça parce que je ne sais pas si c'est comme ça ou aussi simple. J'ai des doutes là-dessus, je ne sais pas, peut-être Brigitte ou Jonathan ont un avis. Moi, j'en ai pas, en fait, j'en ai pas. Moi non plus. Alors, sur la question, plus on est religieux, plus on est séfarade, peut-être, pour voter à droite, ou extrême en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs manières d'être religieux, il y a plusieurs manières d'être séfarade. Ça se voit en Israël, ça se voit en France. Et c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de séfarades qui sont de droite, de gauche, et c'est vrai, on ne peut pas généraliser de cette manière-là. Il y a des chiffres je ne vais pas les évoquer sur le vote en Israël,
pourrait montrer que le vote a été plus Le Pen au deuxième tour. Par exemple, à Ashdod ou à Eilat, le chiffre, le pourcentage pour Le Pen a été plus important que la moyenne au deuxième tour des 10% qui ont voté pour Le Pen. Les 14% qui ont voté Le Pen. Les 10% qui ont voté pardon, et donc 14% se sont exprimés pour Le Pen. Donc on pourrait évoquer ces choses-là, mais j'ai envie de dire, c'est pas les mêmes séfarades à Ashdod et Netanya et à Tel Aviv, tout simplement. C'est pas les mêmes. Donc, maintenant, ma remarque, elle est sur l'assimilationnisme de Zemmour, plus français que les Français. Il n'y a pas plus français que les Français. Et là, il va très loin. Il faut que la France reste la France. Et si ça doit être marcher sur les Arabes, faire de l'anti-arabisme et anti-islam primaire, on peut dire, pourquoi pas. Maintenant, non, mais c'est un problème de micro. C'est un problème de micro. Maintenant, il est possible aussi que les électeurs de Le Pen aient été pour une partie raciste, anti-arabe ou anti-islam, et pour une partie des gens qui ont peur de l'islam ou des arabes. Ça se rapproche, hein, je sais. Hein. Je sais que l'UEJF était intervenu dans les écoles juives par rapport à la déconstruction des stéréotypes racistes. Je ne sais pas si c'est toi, Jonathan, qui m'en avait parlé, ou quelqu'un d'autre de l'UEJF, et que ce qui ressortait, c'était la peur des Arabes. Bon, ça n'empêche les stéréotypes d'exister, mais c'est anti-arabe ou anti-islam. Donc, l'assimilationnisme de Zemmour, c'est très important. Il va à l'extrême, plus à l'extrême que Fichet Croce, il faut défendre la France. La France, c'est aussi la chrétienté, et c'est aussi ça. Donc, il va plus à l'extrême que lui, en étant négationniste, compétent, etc. Donc, c'est important, c'est moins c'est de l'israélitisme à l'ancienne, si je peux dire. Voilà. On va s'assimiler. Les Juifs doivent rester assimilés, ils ne doivent pas se montrer avec la FIFA ou avec autre chose. Ils doivent rester assimilés, d'où ce que tu disais, Brigitte, tout à l'heure, quand la faute, ça a été de sortir dans la rue en 1967, proclamer son soutien à Israël pour Zemmour. Voilà, donc c'était ça. Donc, je pense que c'est important. Maintenant, je voudrais dire autre chose aussi, c'est que l'anti-arabisme niveau en France, pour une partie des Juifs, et aussi en Israël. Et c'est là que cet anti-arabisme ici peut rejoindre un certain sionisme. J'ai entendu, moi, à 3 reprises pour une radio nouvelle, je ne sais pas si elle existe toujours, francophone, israélien francophone, qui s'appelle bakiradio.com, où la première intervention, c'était avec Stéphane Amar, correspondant de Arte, s'il vous plaît, qui était interviewé sur le sujet. Peut-on être juif et voter Zemmour? Eh bien, il n'a jamais dénoncé le négationnisme de Zemmour, et il n'a jamais dénoncé son propéténisme, etc. Et donc, il a laissé passer tout ça. Et finalement, lui, il disait, non, on peut pas être juif en France, c'est qu'en Israël qu'on peut être juif. C'est en ce sens-là que le sionisme particulier que défendent éventuellement les Zemmour, c'est on peut être juif en Israël, israélite en France. Il faut s'assimiler. Il ne faut pas avoir les prénoms israéliens. Il ne faut pas vouloir être enterré en Israël, etc. C'est l'israélitisme à l'ancienne. C'est très contradictoire avec l'évolution des Juifs en France qui se sont affirmés, très contradictoire, qui se sont affirmés sans être communautaristes forcément, qui se sont affirmés dans des communautés vivantes, s'affichent, etc. Voilà. Mais c'est très contradictoire. Mais c'est ça quand même. C'est l'israélitisme. Tout ça pour casser. Non, je suis pas d'accord. Pour dire aux Arabes ou aux musulmans, vous devez, vous aussi, vous assimiler comme nous, on a dû s'assimiler. Quand on parle maintenant des séfarades ou de n'importe qui d'ailleurs, des juifs, on a l'impression qu'ils viennent d'arriver. On a l'impression qu'ils viennent de débarquer et qu'il n'y a pas eu d'histoire avant. Or, ça fait 60 ans ou 70 ans ou plus que les juifs sont totalement intégrés dans ce pays de toutes les manières possibles. Ouvrez les yeux, allons au cinéma, regardons la télé. Les Juifs sont là, de Clapiche à Alexandre Arcadie, en passant. Enfin, franchement, il n'y a pas de problème. La seule question aujourd'hui, c'est ce qui est mis en avant par l'extrême droite comme modèle d'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aimer la France,
Ça n'est pas faire du bon cinéma ou chanter comme Barbara ou que sais-je. Aimer la France aujourd'hui, c'est détester l'islam. Aimer la France aujourd'hui, c'est être raciste, c'est revenir sur son passé en disant qu'on n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit. C'est ça la question. Et cette question-là, évidemment qu'elle ne touche pas que les Juifs. Il y a une extrême droitisation terrible, 42% et dans le monde, partout, il y a le populisme qui monte et tout ça. Là, on se pose des questions entre nous, parce qu'encore une fois, c'est notre responsabilité d'analyser les choses. Mais par ailleurs, des extrêmes droites qui montent dans le monde, des continents comme le Brésil, bon, enfin, on a vu ça un peu partout. Et c'est une autre vision et de la nation et de la France, etc., qui s'oppose à une autre vision. Enfin, je veux dire, c'est ça la question. Et alors, sur la complaisance, pour répondre à Éric, oui, on en a déjà un petit peu parlé. Moi, je pense qu'il y a une complaisance. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a la ligne rouge de on reste républicain, mais après, on pourrait parler longtemps de la place de la LDJ, du service d'ordre qu'ils ont fait dans certains événements de la communauté. On pourrait parler, on a évoqué déjà, sur cette invitation hallucinante de Zemmour à la victoire, où il déplie un discours raciste et antisémite, où il dit oui, de toute façon, on pensait que les Juifs avaient trop de pouvoir, et ça n'était pas faux. Et c'est en partie vrai. Sur l'assimilation, parce que ça m'a fait penser à quelque chose qui me semble important, c'est que Éric Zemmour dit toujours avant, les Juifs portaient pas de kippa, voilà, étaient plus assimilés et tout. Bon, alors déjà, c'est faux. Et ensuite, effectivement, qu'après-guerre, mes grands-parents, ils pratiquaient plus parce qu'ils avaient été cachés pendant la guerre. Et en plus, ils avaient peur que les gens repèrent qu'ils sont juifs. Donc, ce qui montre comme quelque chose de génial, etc., c'est surtout parce que les gens avaient peur. Donc, moi, qui suis pas du tout pratiquante en rien, etc., eh ben moi, en fait, en tant que juive, moi, je suis contente quand je suis dans la rue et que je vois quelqu'un avec une kippa, il n'a pas peur. Alors que moi, mes grands-parents, ils avaient peur. Mais c'est pour dire le discours sur les Juifs, en fait, c'est le discours qu'il a sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que Zemmour, pour aller vite, dans son affranchissement d'extrême droite, violent et tout ça, il regrette tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est-à-dire, il regrette le temps où les Juifs ne changeaient pas de nom, où les Arabes étaient pas dans des bidonvilles, où les femmes n'étaient pas dans les cuisines, et les homosexuels dans les placards. Enfin, c'est ça son histoire quand même. C'est qu'aujourd'hui, c'est un tout et c'est une logique. Éric, voilà. Éric, votre remarque, je sais pas, elle a fait surgir un souvenir en moi. C'était l'émission de Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi, sur l'extrême droite. C'était il y a 30 ans, où au moment où il y avait un historien révisionniste qui était interrogé, on voit un type se lever de la foule avec une kippa sur la tête, lui mettre une mandale, qui était en fait un membre du Bétard. Donc il y a une époque où l'extrême droite juive cassait du facho, et les mêmes aujourd'hui votent Zemmour. Moi, je suis peu surpris du succès de Zemmour dans la communauté, pour qui fréquente les synagogues, les restaurants cachers et les épiceries. On voit ces idées infusées depuis maintenant 20 ou 30 ans. Moi, les points de rupture, ça a été les accords d'Oslo, ce qu'on pouvait dire dans une certaine presse juive où on comparait à Rabin à Pétain. Il y a eu aussi les attentats du World Trade Center et cette vague d'incidents antisémites qui a suivi, et l'abandon en race campagne du gouvernement Jospin de la communauté juive, et l'émergence de personnages comme William Goldnadel et Elisabeth Lévy. Donc, au regard de cette évolution, je voulais savoir si on peut vraiment être surpris, dans un autre domaine quand même. Il a marqué sa rupture avec Elisabeth Lévy. Est-ce qu'on peut vraiment être surpris du succès des idées, de cette contamination, de cette intoxication, j'appelle ça comme ça, des idées d'extrême droite au sein de la communauté juive? Zemmour, c'est pas lui qui m'inquiète. Pour moi, Zemmour, c'est dommage, Judith n'est pas là, une bonne psychanalyste qui lui ferait un bon travail. Il a vraiment un énorme problème psychologique. Moi, c'est effectivement les Juifs qui ont voté Zemmour qui me questionnent. Évidemment, tous les Français qui ont voté Zemmour aussi. Et les Français qui ont voté Zemmour, bien plus que l'électorat de Marine Le Pen, c'est vraiment la vraie
France pétainiste, les De Villiers, toute la bande, c'est vraiment ceux qui sont pas de cette mouvance-là, qui sont et les Juifs et d'autres Français, qui sont un peu paumés dans cette histoire, mais les Juifs qui ont voté Zemmour, pour moi, c'est une véritable question. Et cette question, elle m'amène à réfléchir sur est-ce qu'il y a eu, dans les années 30, est-ce que vous avez fait cette recherche un petit peu, de voir où était l'électorat juif au moment où le fascisme montait en France. Je ne parle pas du fascisme antisémite. Par exemple, Maurras, par exemple, l'histoire du grand remplacement, avant le conseiller de Napoléon, Maurras avait aussi utilisé cette expression, le grand remplacement, pour les juifs. Donc on est comme ça de manière récurrente, on revient avec cette histoire du grand remplacement, sauf que cette fois, c'est les Arabes, c'est plus les juifs. Zemmour est juif. Zemmour est juif et va se servir d'un argument qui a été utilisé 2 fois contre les musulmans, contre les juifs, pardon, et qu'aujourd'hui, il le reprend contre les musulmans. Et ma question, c'est, tous ces juifs qui ont voté Zemmour, est-ce qu'on peut retrouver cet électorat juif dans les années 30 au moment de la montée du fascisme? Mais plutôt pour référer à celui qui a la réponse, il y a notamment Laurent Joly qui a écrit sur les Juifs et l'Action française, donc les Juifs et Maurras, et la manière dont même il y a eu des organisations israélites, justement, qui étaient là en soutien de Maurras, parce que plus français que moi tu meurs, il faut donner des gages, etc. Donc il y en a eu, oui, bien sûr. Et au moment de l'affaire Dreyfus aussi, il y a eu des Juifs engagés, notamment dans le camp anti-Dreyfusard fortement. Meyer dirigeait la revue Le Gaulois, dirigeait la revue Le Gaulois, petit-fils de rabbin, dirigeait la revue Le Gaulois. Donc oui, il y en a toujours eu. Ça, il s'inscrit dans une filiation. Mais non seulement il y en a eu avant Éric Zemmour, ou ceux d'une partie de son électorat, mais c'est que lui, il s'y réfère même. Il le fascine, il l'obsède, il les cite. Non, pas lui, mais d'autres. Comme André, en tout cas ceux, comme André Soares, par exemple. Comme d'autres leaders juifs qui l'ont fait, comme Ferdinand Lassalle, alors là plutôt d'extrême gauche en Allemagne, qui était un juif aux amitiés antisémites, etc. Donc les juifs renégats ou les juifs, je ne sais pas comment on pourrait les définir, mais bon, en tout cas, obsèdent Éric Zemmour. Donc voilà ce que je voulais juste dire pour la dernière question. J'espère, si on a réussi quelque chose ce soir, c'est vraiment d'essayer au-delà des personnalités en question, donc de Zemmour ou de l'extrême droite estampillée comme telle, mais beaucoup plus sur l'extrême droitisation qui a touché évidemment toute la société, pour dire la chose, et peut-être le monde entier. Bon, mais là, dans notre petite salle, ce qui nous intéressait, c'était ce qui s'est passé avec les Juifs, et notamment comment ces idées, qui sont des idées qui, du point de vue, je ne vais pas parler de notre tradition, de l'idée quand même de garder l'étranger en soi, de se souvenir qu'on avait été étranger en terre d'Égypte, etc. Toutes nos traditions sont des traditions quand même où l'humanisme a eu une place importante. Et puis, il y a l'histoire du peuple juif qui a fait qu'on était une minorité. Et donc, bon. Mais ce qui m'a semblé le plus important ce soir, c'est vraiment de réfléchir à comment des thèmes qui étaient contre les Juifs au début, enfin, tu en as parlé, hein, Jonathan, sur le grand remplacement, le refus de la repentance, tous ces thèmes-là peuvent être aujourd'hui tranquillement dirigés la plupart du temps contre les musulmans, et ça c'est Serge Klarsfeld qui l'a dit dans l'Humanité quand même, hein, avec courage. Et comment cette chose-là peut être acceptée aujourd'hui par un certain nombre de Juifs en dépit de leur histoire, en dépit de ce qu'ils ont été pendant des décennies.